Imaginons un instant que le monumental hôtel de Pergame dédié à Zeus n'ait pas été redécouvert au XIXe siècle, que ces frises n'aient pas été transportées jusqu'à Berlin et qu'elles se trouvent toujours en Turquie. Ce chef-d'œuvre de l'Antiquité s'inspire d'un épisode majeur de la mythologie grecque, la bataille entre les dieux et les géants. L'autel de Zeus est, je crois, la partie qui manque à mon cœur. Les deux groupes s'affrontent et ils n'y vont pas de main morte, c'est très brutal. Le combat des dieux de l'Olympe contre les géants est un thème mythologique très ancien. C'est le dernier âge d'or de l'art grec antique. L'autel est l'un des monuments les plus importants de la cité antique de Pergame. Il y a eu un revirement du tout à 180 degrés. D'un refus, on est arrivé à une cession totale. D'ordinaire, l'autel est exposé au musée de Pergame auquel il a donné son nom, dans le centre de Berlin. Pendant sa restauration, on peut admirer à la place un panorama de la cité antique de Pergame. Voilà maintenant plus d'un siècle et demi que cet ancien monument religieux a été sorti de l'oubli. Pour moi, la présence de l'hôtel de Pergame à Berlin et son absence à Bergama, c'est comme la cristallisation de l'histoire de notre 19e et 20e siècle qu'il faut absolument mieux connaître et mieux travailler. La longue histoire de sa redécouverte est elle-même épique. En 1865, un architecte prussien du nom de Karl Humann gravit une colline dans l'ouest de l'Anatolie. Il ignore qu'il va entrer dans l'histoire comme celui qui a mis au jour une des merveilles du monde antique. Il écrira plus tard « Je me tenais là, empli de tristesse. Les superbes chapiteaux corinthiens, presque à hauteur d'homme, leurs bases richement décorées, ainsi que d'autres éléments d'architecture, étaient envahis par les broussailles et les figuiers sauvages. Chaque bloc de marbre qui cédait sous la lourde masse finissait en morceaux dans les fours à chaux qui fumaient non loin de là. Voilà donc tout ce qu'il restait de la forteresse fière et imprenable des Attalides. » Archéologue amateur, Humann fait emporter 2 imposantes pièces de marbre. Il les expédie aux musées royaux de Berlin, mais l'équipe scientifique manifeste tout d'abord peu d'intérêt à leur égard. C'est qu'elle n'a pas identifié les fragments qui appartiennent à l'un des plus célèbres hôtels de l'Antiquité. Il faudra quelques années pour percer à jour leur mystère. Bénédicte Savoie se trouve à Bergama, en Turquie, sur le lieu même de la découverte de Karl Humann. L'historienne de l'art a rendez-vous avec Nilgün Ustura, directrice du site de l'acropole de Pergame. La colline fortifiée est parsemée de vestiges antiques. Ceux de l'hôtel de Zeus demeurent son attraction phare. Ce qui me concerne, c'est un moment que j'attends depuis plusieurs décennies. Si on s'intéresse, comme moi et comme d'autres, à l'histoire de l'installation à Berlin de l'hôtel de Zeus ou l'hôtel de Pergame, on s'intéresse souvent aussi aux personnes qui l'ont trouvé et à la manière dont il a été transporté. C'est-à-dire que même quand vous n'êtes jamais venu en Turquie, quand vous n'êtes jamais venu à Bergama, si vous vous intéressez à cet objet-là, vous avez une connexion. Et le fait d'arriver ici dans la vraie géographie, dans la vraie topographie, dans la vraie lumière, dans la vraie température physique de l'air, dans le vent, dans un paysage qui fait comprendre très bien ce que veut dire le pouvoir. Un pouvoir très fort ici, en haut d'une colline immense. Un pouvoir qui s'est manifesté par des œuvres d'art extraordinaires à l'époque hellénistique. Un pouvoir qui est resté très longtemps ici, qui est vraiment enraciné dans ce paysage, avec un lien aussi très fort entre l'architecture et la nature. Tout ça
On ne peut pas le comprendre du tout si on n'a pas fait ce parcours-là, si on n'est pas venu ici. Il arrive parfois qu'on entende dire que l'histoire de l'art, il faut l'étudier avec les pieds. C'est ici que se dressait jusqu'en l'an 700 environ l'emblématique hôtel de Zeus, comme on l'appelle en Turquie. Il attirait des fidèles de toute la région dans la métropole antique de Pergame. Il ne reste plus grand-chose de sa splendeur d'antan. Seules les marches et les fondations du monument sont encore entières. Ces éléments les plus remarquables sont conservés à Berlin. À vos yeux, est-ce qu'il serait juste de faire revenir ici, à plus ou moins brève échéance, cet hôtel qui se trouve à Berlin? Enfant, j'ai passé beaucoup de temps ici. J'ignorais tout de l'hôtel de Zeus. Je ne savais même pas qu'il existait. J'avais des images dans la tête, mais je ne savais pas ce qu'elles représentaient. L'hôtel de Zeus, le grand hôtel, n'est pas là où il devrait être. Il ne se trouve pas à sa place. Il est hors de son climat, hors de sa géographie. C'est un manque colossal. Les fouilles que nous avons menées le prouvent. L'hôtel de Zeus est un élément crucial de la cité antique de Pergame, qui s'étend bien au-delà des ruines mises au jour, et il en est absent. Il y a 2200 ans, Pergame était la capitale d'un vaste royaume qui n'avait rien à envier à Rome ou à Athènes. De nombreuses cultures ont laissé ici leur empreinte. Grecques, romaines, arméniennes, turques, seldjoukides, juives, séfarades. Dans la ville qui porte aujourd'hui le nom de Bergama, ce riche héritage est bien connu. On veut récupérer l'hôtel de Zeus. Ce n'est pas un bâtiment ordinaire. Si la porte de Brandebourg symbolise Berlin, la Tour Eiffel Paris et Big Ben Londres, eh bien, l'hôtel de Zeus, c'est Pergame. Imaginez qu'un sultan ottoman ait rapporté la porte de Brandebourg à Izmir. C'est impensable, n'est-ce pas? Oui, c'est ridicule. Certes, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut changer l'avenir. C'est pourquoi l'hôtel de Zeus doit être restitué à Pergame. On est allé à Berlin. C'était encore Berlin-Est à l'époque. Nous y sommes allés en famille. Dès qu'on est entré dans la salle où l'hôtel était exposé, on a tous crié de stupeur, d'admiration. Quelle pièce magnifique! Et dire qu'elle a été façonnée à Pergame. Certains en ont même pleuré. On s'est promené dans la ville, on a déployé une banderole devant le musée. Zeus altar belongs to Bergama. L'hôtel de Zeus appartient à Pergame. Ça a beaucoup intéressé la presse. Comme sous un emballage de cristaux, l'hôtel est protégé des regards depuis 2014, année du début de sa restauration. Entre-temps, le musée lui-même a fermé ses portes pour travaux. En attendant la réouverture au public, la grande frise est recouverte de bâches. Mais que raconte-t-elle au juste? Elle retrace le combat épique entre les dieux grecs et leurs assaillants, les redoutables géants. Poussés par leur mère Gaïa, la déesse de la terre, ces derniers envahissent l'Olympe, le séjour des divinités grecques. Certains d'entre eux ont des serpents à la place des jambes. Le thème de la gigantomachie, littéralement le combat contre les géants, est un épisode populaire de la mythologie grecque. Ces créatures sont mues par un seul objectif, renverser Zeus. On tranche, on embroche et on tue. Les scènes représentées sont très violentes et peuvent heurter un public sensible. On voit un géant planter sa griffe dans la cuisse d'un dieu, ou encore un molosse mordre la nuque d'un autre. La gigantomachie est la seule matière mythologique qui comporte assez de personnages pour remplir une frise de 113 mètres de long. Bien que cette œuvre soit très
très ancienne, elle reste captivante. On est saisi d'une grande humilité face à la prouesse des sculpteurs qui ont créé cet ensemble. Des dents plantées dans un bras, celle d'un géant mordeur. Un coup de pied dans la tête. Aphrodite, la déesse de l'amour, extrait sa lance de l'ennemi qu'elle a transpercé, tandis qu'un géant ailé est attaqué par Eros, fils d'Aphrodite. Les combats immortalisés dans le marbre présentent un foisonnement inouï de détails. Chaque scène semble rechercher l'expressivité maximale, donner l'illusion du vivant. Les Attalides, les souverains de Pergame, ont fait appel à la fine fleur des sculpteurs grecs. Le défi artistique consistait à peupler cette immense frise en relief de 2,20 m de haut, d'une bonne centaine de personnages plus grands que nature, sans tomber dans la répétition. C'est pourquoi elle forme un catalogue extraordinaire de toutes les positions qu'un corps humain ou humanoïde peut prendre dans un combat. Pour résumer, cet épisode est comme une parabole de la lutte du bien et du mal, de l'ordre et du chaos. C'est donc un thème intemporel qui annonce ici qu'une nouvelle ère vient de prendre le relais de l'ancienne. En choisissant ce motif, l'affrontement des dieux de l'Olympe et des géants, les rois de Pergame veulent sans doute suggérer qu'ils ont eux-mêmes rétabli l'ordre à une époque marquée par des troubles, des guerres et des agressions, alors que le royaume subissait les attaques de ses voisins celtes. Aujourd'hui privé de sa tête, Zeus est représenté au milieu des combats. Le père des dieux reste maître de la situation. Pour finir, les géants seront repoussés et vaincus. Dans la salle qui abrite l'hôtel à Berlin, seules les frises sont d'origine, tandis que les escaliers et les colonnades sont pour l'essentiel des reconstitutions. Le musée ne présente d'ailleurs qu'un tiers de l'édifice d'origine, plus imposant encore. Pour sa construction à Pergame, il a fallu niveler la colline en terrasse. À l'époque hellénistique, Pergame était une cité infiniment plus monumentale que ne le laissent penser ses ruines aujourd'hui, avec énormément de bâtiments en pierre. Ces terrasses superposées devaient être majestueuses et visibles de loin. L'ensemble devait dégager quelque chose de mystique. Cette dimension est bel et bien perdue. Après la fin du royaume de Pergame, l'hôtel de Zeus reste des siècles durant l'un des principaux sanctuaires de la ville. On vient aussi de loin pour se faire soigner dans son centre de cure ou consulter sa bibliothèque réputée. Les jours de fête, des processions gravissent la colline jusqu'au pied des marches de l'hôtel où brûlent des brasiers sacrificiels. L'ensemble architectural date environ de l'an 180 avant notre ère. La dynastie des Attalides avait fondé le royaume de Pergame un siècle plus tôt. Bénédicte Savoie enseigne l'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin. Elle s'intéresse à l'origine des objets exposés dans les musées européens et surtout au parcours des pièces les plus prestigieuses, souvent passées sous silence. Selon elle, c'est l'exposition du Grand Hôtel de Pergame dans un musée berlinois qui a fait de lui un monument culte. Quand elle en a l'occasion, la chercheuse aime visiter l'emplacement original de ses œuvres déplacées. La ville de Bergama, qui existe toujours aujourd'hui, est déjà mentionnée dans la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus demande à Jean d'adresser des messages aux 7 églises et lui dicte leur contenu. L'un d'eux est destiné à Pergame, c'est-à-dire à Bergama.
Et dans cette missive, il est écrit « Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan ». Dans la Bible, Bergama est donc associé à Satan. J'y étais moi-même il y a quelques semaines, c'est très impressionnant d'arpenter une ville évoquée dans la Bible. Le trône de Satan. L'expression désigne sans doute un sanctuaire consacré au culte des empereurs romains. Puis, au début de l'ère byzantine, les temples antiques perdent de leur importance. Au 8e siècle, l'acropole de Pergame est fortifiée face à la menace d'une invasion arabe. À l'exception de son soubassement, l'autel de Zeus est rayé de la carte. Les colonnes et les frises sont démontées pour servir de matériaux de remplissage dans les nouvelles fortifications. Voilà où en sont les choses lorsque Karl Humann arrive à Bergama en 1865. Cet ingénieur allemand, féru d'antiquité, tombe sur des fragments de marbre exposés à l'air libre qu'il fait envoyer à Berlin. En Turquie, on s'intéresse de plus en plus aux conditions dans lesquelles certains objets et œuvres ont quitté le pays. Les travaux d'un professeur d'histoire de l'université de Çanakkale sont notamment suivis de près. Après avoir étudié le pillage du site archéologique de Troie au XIXe siècle par Heinrich Schliemann, un autre Allemand, Ali Sonmez, a publié en 2020 un ouvrage retentissant sur l'autel de Zeus. Le sujet crucial pour nous, c'est cette période de 10 ans entre l'installation de Karl Humann à Pergame et l'obtention de l'autorisation de fouille. Karl Humann a commencé à rassembler des fragments de l'autel dès 1868 et au cours des 10 années suivantes, il a envoyé bon nombre de ces pièces en Allemagne. Ça nous permet d'avancer que l'autel de Zeus n'a pas été transporté à Berlin de façon tout à fait légale. Peut-être des autorisations ont-elles été accordées plus tard, mais nous savons que de nombreux fragments ont été volés entre 1868 et 1878 et transportés clandestinement. Tout s'est fait légalement, dans le cadre de la réglementation de l'époque. Les premiers objets étaient quelques rares fragments envoyés par Humann à Berlin dans les années 1860. À l'époque, aucune loi sur les antiquités ne l'interdisait expressément. Il me semble inopportun de condamner ces méthodes rétrospectivement, surtout quand on pense à ce qu'a accompli Karl Humann, qui a tout de même sauvé ce monument important de l'Antiquité. Sans lui, les frises auraient fini dans les fours à chaud au pied de la colline. Il ne faut pas s'imaginer que l'autel se dressait là, sous le soleil de l'Anatolie, et que des archéologues allemands l'ont démonté pour l'emporter. En tout état de cause, on sait que Karl Humann adresse ses fragments au département antique des musées de Berlin. Dans les registres, ils sont libellés « Cadeau de l'ingénieur Humann ». Tête et torse d'un combattant, vestiges, haut relief monumental, marbre gris. Parmi eux figure aussi un poitrail d'hippocampe. En 1877, c'est Alexander Konze qui prend la direction du département antique. Au cours de ses lectures, il tombe sur un texte de Lucius Ampelius, un auteur romain, qui répertorie le grand autel de Pergame parmi les merveilles du monde. Un indice important, car les fragments conservés à Berlin en font indéniablement partie. Cette découverte provoque un regain d'intérêt pour le site de Bergama. Mais le pouvoir ottoman refuse aux Allemands les autorisations nécessaires, du moins dans un premier temps. 1878 est l'année du Congrès de Berlin. Organisée dans le sillage de la guerre russo-turque, cette conférence diplomatique réunit les représentants des grands pays d'Europe. Le chancelier allemand Bismarck se pose en arbitre. Les autres puissances veulent démembrer l'Empire ottoman, cet homme malade du Bosphore, comme on le surnomme, en déclin depuis le début du XIXe siècle. Le gouvernement turc compte sur le soutien du jeune empire allemand, à la fois politiquement, mais aussi dans ses efforts de modernisation technique et militaire. Il espère ainsi compenser ses lourdes pertes territoriales. Désormais en dette vis-à-vis de l'Allemagne, les autorités ottomanes délivrent le précieux permis en quelques semaines. Karl Humann, qui attendait ce sésame avec impatience,
peut entamer ses fouilles à Bergama. Le département antique des musées de Berlin conserve un riche fonds photographique de cette époque. Martin Maischberger et Bénédicte Savoie examinent les négatifs originaux sur plaques de verre datant du début des fouilles. Cette célèbre photo de Karl Humann et de Richard Bohn, qui d'après le négatif provient bien du fonds Humann, pourrait être l'une des premières prises par le photographe grec qu'ils sont allés chercher spécialement à Athènes. Ces négatifs sur plaques de verre ont été réalisés sur place et transportés jusqu'ici? Oui, logiquement, ils ont parcouru tout ce trajet. Donc emballés dans des caisses? Oui, même si on a du mal à imaginer comment tout ça a pu être transporté, ne serait-ce qu'au pied de l'acropole. En 1878, on a un empire nouveau-né. L'empire allemand, le Kaiserreich, est né en 1871. C'est-à-dire que quand les fouilles de Bergame commencent, c'est 7 ans après la création de l'empire. Et évidemment, pour la première fois, l'Allemagne a une capitale comme Londres, comme Paris. Et cette capitale n'a pas les musées qu'ont Londres et Paris. Donc, les fouilles d'Olympie, quelques années avant, les fouilles de Bergame et toutes les fouilles qui commencent à ce moment-là dans le monde, menées par des Allemands, plus toute leur appropriation du patrimoine africain qui se passe exactement dans les mêmes années, sont destinées à remplir très vite les musées de Berlin et à rattraper le retard qu'ils ont sur les musées de Paris et sur les musées de Londres, pour être en compétition ou pour être au niveau des autres puissances. Les archéologues posent avec leurs découvertes, ici les statues d'Athéna et de Héra. Très vite, ils comprennent qu'ils sont en présence d'un site exceptionnel. 3 jours après le début des fouilles, Humann écrit à Berlin: Nous avons découvert non pas une douzaine de reliefs, mais toute une période artistique qui avait été ensevelie et oubliée. Alexander Konze se rend à Bergama pour lui prêter main forte. Karl Humann manque d'expérience pour mener une expédition d'une telle envergure historique. S'il fallait définir Karl Humann, je dirais que c'était un homme d'action typique de son temps, du règne de Guillaume II. La fondation du Reich s'accompagne d'une vague d'enthousiasme portée notamment par le patriotisme. On est en plein essor économique et la politique coloniale de l'Empire ouvre de nouvelles perspectives. Humann fait partie des Allemands qui exploitent pleinement ces possibilités. L'ingénieur a auparavant dirigé des projets de construction de routes dans l'Empire ottoman. Parlant grec et turc, il se révèle être un organisateur hors pair. Il recense consciencieusement chaque étape des fouilles, notant dans son journal la date, le nombre d'ouvriers présents et la météo. Samedi 30, 81 hommes, vent du Nord. Combien de personnes participaient aux fouilles? Plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, avec sans doute entre 10 et 20 scientifiques de différentes disciplines. Géographes, cartographes, épigraphistes, c'est-à-dire spécialistes des inscriptions, numismates et archéologues spécialisés en histoire de l'art. Et tout ce monde était sur place? Oui, mais pas toujours en même temps. Le journal répertorie précisément les intervenants. Les archives des musées d'État de Berlin ont conservé tous les dessins et textes élaborés à Bergama. Par exemple, cette carte dessinée de la main de Karl Humann. On voit qu'au moment de sa redécouverte, l'hôtel se limitait à une élévation de terrain aux contours informes, identifiés comme suit. Sans doute le soubassement de l'hôtel de Zeus.
Le peintre paysagiste allemand Christian Wilberg est envoyé à Bergama pour immortaliser ses fouilles. Les panneaux de frise sont transportés par des buffles jusqu'à la plaine, puis sur la côte, à 30 km de là. Karl Humann a pensé à tout. Avant que l'affaire ne s'ébruite, je fais descendre tous les reliefs de la montagne. Je les emballe dans de solides caisses et les convoie jusqu'à Dikili. Là, personne ne m'empêchera de les faire charger sur un bateau. Dès lors, nul ne saura où ils se trouvent. Ils iront rejoindre les marbres que je vous ai expédiés il y a 6 ans et au cours de l'année passée. Les navires de la marine prussienne qui embarquent cette précieuse cargaison, le Comet et le Lorelei, sont immortalisés sur les murs de la cabane de fouilles. Alexander Conze, à peine rentré à Berlin, envoie des télégrammes à Bergama. Va pour Dikili. Nous verrons pour le reste. Pas d'inquiétude. Télégramme d'hier confirme nos projets. Transport autorisé. Télégraphier immédiatement si obstacle. Alexander. Des listes inventorient l'ensemble des objets découverts. Maintenant qu'ils ont un permis de fouille, plus rien n'arrête les Allemands. Was man sagen muss, ist natürlich, dass dieser Zeit Il faut reconnaître que l'Empire allemand traite à l'époque son interlocuteur turc avec une certaine désinvolture. C'est dans l'air du temps et ça reflète leur rapport de force. L'Institut archéologique allemand a ouvert une antenne à Istanbul en 1929. L'acropole de Bergama demeure aujourd'hui encore au centre de ces travaux. Mais ce sont désormais des équipes internationales qui explorent le site. Selon l'historien Edem Eldem, ancien titulaire de la chaire d'histoire turque au Collège de France, l'Empire ottoman était bien décidé initialement à protéger ces sites antiques. Ses rapports avec le pouvoir allemand auraient connu un brusque changement après le congrès de Berlin. Du côté ottoman, ce qui est intéressant, c'est de voir que de 74 à 79, la situation, il y a eu un revirement du tout au tout, à 180 degrés. D'un refus, on est arrivé à une cession totale. Alors pourquoi ? L'Empire ottoman est désespéré. Par conséquent, la moindre chance qu'on lui donnera d'essayer de se retourner un peu, etc., c'est en quelque sorte du chantage, ou du moins c'est profiter d'une faiblesse en faisant usage d'une force dont on dispose. Donc, ça n'est pas très moral. Ça n'est pas très moral, mais encore une fois, c'est comme ça que la diplomatie se faisait au XIXe siècle. Il y a peut-être eu un chantage diplomatique. Chacun est libre de se faire sa propre opinion. En tout cas, les empires ottomans et allemands entretiennent des rapports privilégiés à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. L'Allemagne s'investit et contribue à faire entrer le pays dans la modernité pour permettre à l'Empire ottoman de perdurer. Les responsables sur place en ont tout à fait conscience. Concernant les objets découverts lors des fouilles, le règlement sur les antiquités de l'Empire ottoman prévoit qu'un tiers reviendra à l'État, un autre tiers à l'archéologue et le reste aux propriétaires des lieux. Les Allemands ont déjà acquis le terrain de longue date. Reste à user de diplomatie pour surmonter le dernier obstacle et convaincre le divan, le gouvernement ottoman. Sans aucun doute, les négociateurs ont attendu le moment le plus favorable pour optimiser le résultat de leurs tractations.
Et ce sont les musées de Berlin qui en ont récolté les fruits. Il y a clairement eu une volonté tactique. On a employé à maintes reprises des méthodes un peu douteuses juridiquement, même pour l'époque. On a rusé et graissé les rouages à coups de bakchiche. Le terme revient à plusieurs reprises. Nous sommes d'accord quant à la façon d'envisager cette affaire, et notamment d'obtenir gain de cause auprès du divan. Nulle mesquinerie à craindre pour ce qui est de l'aspect financier. Les sommes destinées au divan ont été approuvées en intégralité. Je vous prie de les comptabiliser comme honoraires, même s'ils sont contraires à l'honneur. L'actuel correspondant en Turquie du quotidien allemand Taz a étudié l'histoire de ces fouilles. Selon Jürgen Gottschlich, les Allemands ont su tourner la situation à leur avantage. Sortant d'une guerre avec la Russie, le gouvernement ottoman avait d'autres priorités. Concernant le dernier tiers des fouilles, l'accord conclu ressemble à l'arrangement de 2016 entre Merkel et Erdogan. Les guerres successives contre la Russie avaient mis sur les routes de très nombreux réfugiés dans les Balkans, qu'il fallait réimplanter ailleurs, notamment sur la côte occidentale. Pour ça, les Ottomans avaient besoin d'argent. Alors les Allemands leur ont proposé 20 000 marks en échange de la propriété du dernier tiers. Une bonne affaire pour un tel métrage d'art hellénistique. La presse exulte, ce n'est même pas le prix du marbre. C'est d'abord dans la rotonde de l'Altes Museum de Berlin qu'est présenté le motif central de l'autel. Zeus et les géants. Le nom de Pergame est sur toutes les lèvres. L'on se délecte de cette multitude d'originaux et l'on se sent soudain l'égal de Londres. C'était un type d'art complètement nouveau qui correspondait au goût de l'époque, le néo-baroque. On voulait tourner le dos au classicisme, privilégier des œuvres pleines de vitalité. Il s'agissait aussi de confirmer la réputation de Berlin, qui se voulait à la pointe de la nouveauté, sans oublier la réputation de nation culturelle de la Prusse. La capitale se targue d'être l'héritière autorisée des civilisations antiques et se prend de passion pour cette époque. L'Académie des Beaux-Arts organise ainsi en 1886 une fête à thème dans un décor somptueux où les Berlinois se costument en Attalide. On se rend compte que ces fragments isolés forment en réalité une immense frise et que Berlin possède donc davantage de marbre que Londres. Encore un domaine où c'est la taille qui compte. On veut donc ouvrir un très grand musée avec ces très grands objets, dans l'espoir d'éclipser au moins les Français et, si possible, également les Britanniques. Le premier musée de Pergame n'était pas si grand que ça. Il n'hébergeait pas autant de monuments. La grande frise de Pergame aura son propre musée et en 1885, un concours d'idées architecturales est lancé. La perspective d'une visibilité mondiale semble inspirer les candidats. Bénédicte Savoy présente ses projets à ses collègues. Par comparaison avec le musée d'aujourd'hui, l'escalier est 2 fois plus grand et accentue son caractère monumental. Ce petit personnage fait « waouh ». On voit qu'il se penche en arrière et c'est l'effet recherché. Il ne s'agit pas seulement d'héberger ces antiquités qui affluent. Il faut aussi envoyer un message au reste du monde. L'Empire allemand possède la puissance intellectuelle, financière et muséologique nécessaire pour rassembler ces fragments, les interpréter et les reconstituer. Tout cela légitime leur appropriation. Ici, un autel avec une colonne de fumée vient même parachever le toit. En définitive, le bâtiment construit sera plus sobre.
Le premier musée de Pergame ouvre ses portes en 1901. Il n'aura qu'une courte vie, et dès 1906, un nouveau musée plus grand est mis en chantier. La Première Guerre mondiale, puis la Révolution de 1918 et enfin la crise économique vont retarder les travaux. Pour convaincre l'empereur Guillaume II d'approuver ce projet dispendieux, une maquette de l'hôtel est réalisée. En avril 1929, une visite en avant-première est proposée aux invités de l'Institut archéologique allemand, qui en profitent pour investir l'escalier du Grand Hôtel. Le musée de Pergame est inauguré en octobre 1930. Si vous prenez une architecture de pouvoir, que vous l'installez à l'intérieur d'un musée immense qui est lui-même une architecture de pouvoir, vous mettez une architecture qui normalement devrait être à ciel ouvert à l'intérieur d'une cloche, le musée, qui est un lieu de pouvoir. Tout ça dans une capitale d'empire. Quand vous avez cette constellation-là, vous n'avez pas besoin de beaucoup expliquer que vous êtes fort. Tout ça, une salle comme celle de l'hôtel de Pergame le dit sans le dire. C'est là. Cette monumentalité va inspirer le régime nazi, comme en témoignent de nombreux croquis architecturaux des années 1930. Ainsi, la tribune de l'esplanade Zeppelin à Nuremberg, qui accueille les congrès annuels du NSDAP, se révèle être une réinterprétation du Grand Hôtel dans un registre plus démesuré encore. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de simples sacs de sable protègent les frises. Sous l'effet des bombardements à répétition, le toit du musée est endommagé et fuit. Les sacs se mettent bientôt à moisir. Nous avons des images qui montrent l'état lamentable du musée de Berlin. Certes, ils ont entreposé les pièces ailleurs. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, au vu des circonstances, pour préserver les collections. Mais qui sait quels dégâts les bombardements ont causés à l'hôtel de Zeus? Je croyais qu'on l'avait déplacé en Allemagne pour le protéger. À la fin de la guerre, quand les Russes sont arrivés, ils ont pris les fragments et les ont rapportés par train à Saint-Pétersbourg. En 1958, l'Union soviétique restitue l'œuvre à Berlin-Est, c'est-à-dire à la RDA. Certains fragments ne seront jamais récupérés. Le mythe du sauvetage de l'hôtel de Pergame commence lui aussi à prendre l'eau. Il ne s'agit pas de prétendre qu'en Europe tout va bien et que les œuvres sont en sécurité, alors que la Turquie serait constamment en proie à des guerres ou à des tremblements de terre. Ce serait présomptueux. Mais historiquement, le marbre de l'hôtel a bien été démantelé et réutilisé sur place. On peut donc dire qu'il en resterait encore moins sans l'intervention de Karl Humann. Dans le cas de l'hôtel de Pergame, on parle de fragments qui non seulement ont été donc sortis de leur élément naturel, mais ensuite, au fil de plusieurs décennies, reconstitués comme un vaste puzzle, si bien que le discours sur le sauvetage, au discours sur le sauvetage, s'ajoute quelque chose qui, dans ce cas précis, est sans doute tout aussi fort, c'est celui de la puissance intellectuelle, de la capacité que n'auraient que les archéologues allemands, à ce moment-là, à non seulement donc sauver les choses des mains des incompétents sur place qui non seulement ne le reconnaissent pas, mais en plus peut-être vont le détruire, mais en plus à le reconstruire comme si rien ne s'était passé, comme si l'Antiquité existait encore. En 1949, l'île au musée, dont fait partie le musée de Pergame, se retrouve au cœur de Berlin-Est. Les frises rendues par l'Union soviétique s'inscrivent dans une nouvelle ambition culturelle. Le régime est-allemand s'approprie à son tour l'hôtel, dont il fait un symbole de paix et de démocratie.
Sur ces marches, le chef d'État Erich Honecker et Indira Gandhi se tiennent côte à côte. Cette nouvelle mise en scène de l'hôtel de Pergame a joué un rôle fondamental dans la politique culturelle de la RDA. C'était une façon pour le parti, le SED, et pour le pays, d'asseoir leur pouvoir et une tentative de légitimer ce deuxième État allemand. Si bien d'ailleurs que la République fédérale va de son côté mettre énormément en avant son buste de Néfertiti dans les années 1950-1960, avec l'espoir d'en faire une superstar internationale. Parce que le vrai grand monument, l'hôtel de Pergame, se trouve de l'autre côté de la frontière. La marque de fabrique du musée de Pergame a toujours été sa collection unique d'architectures antiques. En cela, il se démarque du British Museum et du Louvre. Mais les édifices ne sont que partiellement reconstitués. Redimensionnés à l'échelle du bâtiment, ils présentent un mélange de matériaux, d'époque et de remplacement. Ainsi, la porte du marché de Milet n'est qu'à 60% d'origine. Le principe était de créer un musée d'architecture où l'on pourrait admirer la porte d'Ishtar et la voie processionnelle de Babylone, aussi bien que le grand hôtel de Pergame, qui en était la pièce maîtresse. Quand on visite le musée et qu'on s'y déplace, on peut facilement s'approcher des objets. Je crois que c'était l'un des objectifs essentiels du projet. C'est à la fois extrêmement impressionnant, et la presse, les visiteurs, les visiteuses le disent, mais c'est aussi un peu, pour certains, un peu kitsch. Ça rappelle plutôt les expositions universelles où on a des temples égyptiens en papier mâché, et on trouve des textes très explicites sur cette manière, qui est jugée allemande, en tout cas du point de vue français, de falsifier l'histoire, en proposant ces reconstitutions qui sont évidemment des mélanges d'éléments antiques originaux et d'ajouts architecturaux pour que ça ressemble à quelque chose. C'est bien que ces monuments soient ici. Ils sont mieux protégés que dans ces pays où la situation a l'air assez agitée et où beaucoup de choses ont été détruites. Ici, ils sont à l'abri, entre de bonnes mains. Et on peut en être fier. Ça me fait plaisir de pouvoir admirer toutes ces œuvres. Qu'importe comment elles sont arrivées ici. Mais vu les normes d'aujourd'hui, je me dis quand même que ça n'a pas été fait dans les règles. Cela dit, ça ne me gâche absolument pas mon plaisir. J'en profite parce qu'on ne sait jamais, il faudra peut-être restituer tout ça un jour. Pour l'instant, je savoure et j'explore cet univers. Le musée archéologique de Bergama a vu le jour quelques années après celui de Berlin. Ce bâtiment modeste n'expose aucun fragment original du grand hôtel de Zeus, dont l'évocation est mise à mal. Seule une maquette en plâtre avec les dieux et les géants en modèle réduit fait revivre l'âge d'or artistique du royaume de Pergame. Pour la directrice du musée, Nilgun Ustura, il est important de mettre en avant l'universalité du patrimoine culturel de l'ancienne cité antique. L'organisation, la planification, la cohérence dans l'architecture urbaine est incroyable. Ça témoigne d'une intelligence et d'une vision hors du commun. Pourquoi sommes-nous inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2014 ? Parce que nous avons ici des vestiges uniques, qui ne seront jamais reproduits ailleurs. À nous de mieux les préserver, de mieux les exposer, de mieux les présenter.
Nous voulons raconter l'histoire de la cité antique de Pergame, de ses ruines archéologiques et des biens culturels que nous avons mis au jour, et de son représentant le plus important, l'autel de Zeus. Un patrimoine mondial, mais sans patrimoine? L'absence de l'autel de Zeus n'a pas empêché l'inscription de la ville sur la liste de l'UNESCO, compte tenu de la richesse du paysage culturel de Pergame. En 2023, la République de Turquie fête son premier siècle d'existence. À Ankara, Bénédicte Savoie retrouve Zeynep Boz au musée des civilisations anatoliennes. Cet archéologue dirige le service du ministère de la Culture qui lutte contre le trafic des biens culturels. C'est elle qui a choisi ce lieu de rendez-vous, emblématique de l'art d'Anatolie. Une façon d'affirmer que la Turquie a une définition géographique de son patrimoine et que le grand autel de Pergame fait donc pleinement partie de son histoire. Je ne suis pas allée voir le monument à Berlin. Voir cette œuvre dans un musée berlinois, c'est au-dessus de mes forces. Elle doit être exposée dehors. Ces murs, ces colonnes, ces frises doivent être baignés par la lumière naturelle. Si ce sanctuaire a été bâti à l'extérieur, c'est bien pour que le soleil l'illumine. Il possède une dimension sacrée et je déplore sa perte autant que la manière dont nous l'avons perdu. C'est pour cette raison que je suis incapable d'aller l'admirer à Berlin. Je conçois que ce soit contradictoire venant d'une archéologue. C'est vrai que le musée de Pergame présente plusieurs civilisations et permet à ses visiteurs de découvrir d'un même endroit diverses cultures. Mais il semblerait que j'attache malgré moi plus d'importance à la façon dont ces pièces ont été obtenues. Retour à Berlin. Tant que le musée est en travaux, un bâtiment d'exposition temporaire présente une sélection de pièces retrouvées à Pergame. Mais c'est le panorama à 360 degrés de la cité antique qui attire surtout les visiteurs. Les musées d'État de Berlin veulent renouveler leur façon de présenter l'art antique, avec des effets visuels et sonores. Ici, c'est le quotidien des habitants de Pergame il y a 2000 ans qui est à l'honneur. Une scénographie qui rend d'autant plus présent l'autel actuellement invisible. Une question plus vaste se pose pour l'établissement. Comment présenter à l'avenir un patrimoine culturel issu des 4 coins du monde? L'autel de Pergame a été reconstitué à des milliers de kilomètres de son emplacement d'origine. Pour les musées d'État, il représente, avec le buste de Néfertiti, l'une des pièces phares des collections. Chaque génération pose un regard nouveau sur le grand autel de Zeus. C'est sans doute la marque d'une œuvre à la résonance universelle et intemporelle. En Allemagne, la restitution des frises n'est pas à l'ordre du jour. Le fait d'imaginer concrètement une restitution semble être actuellement, dans les constellations politiques dans lesquelles on est, le seul moyen de prendre la question au sérieux.
Il faut restituer le savoir. Il faut dire beaucoup comment ces choses sont venues, pourquoi elles sont venues, pourquoi on les garde, ce qu'on en fait. Et sauf que cette discussion ne se met en place que si on parle de la restitution réelle des pièces. Ce qui, à mon sens, est triste, puisqu'on pourrait en parler autrement, mais il n'y a que la menace de la perte et le combat qui semble mettre en route une discussion intellectuelle, collective, sociale, qui associe les uns et les autres. La Prusse a investi en son temps des sommes colossales dans l'île au musée, vitrine de sa suprématie culturelle au sein de l'Empire allemand. Elle se posait alors en digne héritière de l'Antiquité grecque et romaine, et cette approche a laissé des traces jusqu'à notre époque. Le plan directeur de l'île au musée incarne une vision de la fin du XIXe siècle. Le musée de Pergame entend présenter pas moins de 4 grandes civilisations de la Méditerranée, de l'Égypte à l'islam, en passant par le Proche-Orient et l'Antiquité classique. Dans le cadre des travaux en cours, une 4e aile viendra d'ici quelques années remplacer le portique d'origine. Nous sommes extrêmement heureux d'être en mesure de parachever le concept d'origine du musée de Pergame, si on veut le dire avec un peu de pathos. Les musées doivent refléter différentes perspectives sur les objets. L'histoire est passée par là. Les sensibilités ont évolué dans les pays d'où proviennent ces pièces. Je pense qu'il faut être très transparent à ce sujet, tout en gardant une ligne propre. Peut-être faudrait-il que nous nous asseyions autour d'une table entre professionnels, loin de la politique, le plus loin possible des considérations idéologiques, et que nous discutions de la meilleure manière de collaborer dans un but commun. Il ne s'agit pas de l'admirer ici ou là-bas, mais tout simplement de savoir que le récit de l'autel de Zeus a été écrit ici. À l'avenir, l'enjeu sera d'apporter un éclairage sur cette structure complexe, sans manichéisme, mais dans un esprit de réelle collaboration, et en y associant nos homologues turcs. À l'heure où les musées ne sont plus des lieux d'autopromotion nationale, il est temps qu'ils déconstruisent à leur tour quelques mythes et renoncent à leur image de sauveurs des grandes œuvres de l'histoire de l'art. Pendant plus de 120 ans, nous nous sommes contentés d'admirer les somptueux marbres de Pergame à Berlin. Aujourd'hui, il convient plus que jamais de s'intéresser à leur histoire mouvementée.